Chapitre 20. Le salaire au temps. Le salaire revêt à son tour des formes très variées, sur lesquelles les auteurs de traités d'économie, que le fait brutal seul intéresse, ne fournissent aucun éclaircissement. Une exposition de toutes ces formes ne peut évidemment trouver place dans cet ouvrage. C'est l'affaire des traités spéciaux sur le travail salarié. Mais il convient de développer ici les deux formes fondamentales. La vente de la force de travail a toujours lieu, comme on s'en souvient, pour une période de temps déterminée. La forme apparente sous laquelle se présente la valeur soit journalière, hebdomadaire ou annuelle de la force de travail est donc en premier lieu celle du salaire au temps, c'est-à-dire du salaire à la journée, à la semaine, etc. La somme d'argent que l'ouvrier reçoit pour son travail de jour, de la semaine, etc., note 13, forme le montant de son salaire nominal, ou estimé en valeur. Mais il est clair que, suivant la longueur de sa journée ou suivant la quantité de travail livré par lui chaque jour, le même salaire quotidien, hebdomadaire, etc., peut représenter un prix du travail très différent, c'est-à-dire des sommes d'argent très différentes payées pour un même quantum de travail. Note 14. Quand il s'agit du salaire au temps, il faut donc distinguer de nouveau entre le montant total du salaire quotidien, hebdomadaire, etc., et le prix du travail. Comment trouver ce dernier ou la valeur monétaire d'un quantum de travail donné? Le prix moyen du travail s'obtient en divisant la valeur journalière moyenne que possède la force de travail par le nombre d'heures que compte en moyenne la journée de travail. La valeur journalière de la force de travail est-elle par exemple de 3 francs, valeur produite en 6 heures, et la journée de travail de 12 heures, le prix d'une heure est alors égal à 3 sur 12, égale 25 centimes. Le prix ainsi trouvé de l'heure de travail sert d'unité de mesure pour le prix du travail. Il suit de là que le salaire journalier, le salaire hebdomadaire, etc. peuvent rester les mêmes, quoique le prix du travail tombe constamment. Si la journée de travail est de 10 heures et la valeur journalière de la force de travail de 3 francs, alors l'heure de travail est payée à 30 centimes. Ce prix tombe à 25 centimes dès que la journée de travail s'élève à 12 heures et à 20 centimes dès qu'elle s'élève à 15 heures. Le salaire journalier ou hebdomadaire reste malgré cela invariable. Inversement, ce salaire peut s'élever, quoique le prix du travail reste constant, ou même tombe. Si la journée de travail est de 10 heures et la valeur journalière de la force de travail de 3 francs, le prix d'une heure de travail sera de 30 centimes. L'ouvrier travaille-t-il 12 heures par suite d'un surcroît d'occupation, le prix du travail restant le même, son salaire quotidien s'élève alors à 3 francs 60, sans que le prix du travail varie. Le même résultat pourrait se produire si, au lieu de la grandeur extensive, la grandeur intensive du travail augmentait. Note 15. Tandis que le salaire nominal à la journée ou à la semaine augmente, le prix du travail peut donc rester le même ou baisser. Il en est de même de la recette de la famille ouvrière dès que le quantum de travail fourni par son chef est augmenté de celui de ses autres membres. On voit que la diminution directe du salaire à la journée ou à la semaine n'est pas la seule méthode pour faire baisser le prix du travail. Note 16. En général, on obtient cette loi. Donner la quantité de travail quotidien ou hebdomadaire, le salaire quotidien ou hebdomadaire dépend du prix du travail, lequel varie lui-même soit avec la valeur de la force ouvrière, soit avec ses prix de marché. Est-ce au contraire le prix du travail qui est donné, alors le salaire à la journée ou à la semaine dépend de la quantité du travail quotidien ou hebdomadaire. L'unité de mesure du salaire au temps, le prix d'une heure de travail, est le quotient qu'on obtient en divisant la valeur journalière de la force de travail par le nombre d'heures de la journée ordinaire. Si celle-ci est de 12 heures et qu'il en faille 6 pour produire la valeur journalière de la force de travail, soit 3 francs, l'heure de travail aura un prix de 25 centimes, tout en rendant une valeur de 50 centimes. Si maintenant l'ouvrier est occupé moins de 12 heures, ou moins de 6 jours par semaine, soit 8 ou 6 heures, il n'obtiendra avec ce prix du travail que 2 francs, ou 1 franc et demi pour salaire de sa journée. Puisqu'il doit travailler 6 heures par jour moyen simplement pour produire un salaire correspondant à la valeur de sa force de travail, ou, ce qui revient au même, à la valeur de ses subsistances nécessaires, et qu'il travaille dans chaque heure, une demi-heure pour lui-même et une demi-heure pour le capitaliste, il est clair qu'il lui est impossible d'empocher son salaire normal dont il produit la valeur en 6 heures, quand son occupation dure moins de 12 heures. De même qu'on a déjà constaté les suites funestes de l'excès de travail, de même on découvre ici la source des maux qui résultent pour l'ouvrier d'une occupation insuffisante. Note 17.
Le salaire à l'heure est-il ainsi réglé que le capitaliste ne s'engage à payer que les heures de la journée où il donnera de la besogne, il peut dès lors occuper ses gens moins que le temps qui originairement sert de base au salaire à l'heure, l'unité de mesure pour le prix du travail. Comme cette mesure est déterminée par la proportion valeur journalière de la force de travail sur journée de travail d'un nombre d'heures donné, elle perd naturellement tout sens dès que la journée de travail cesse de compter un nombre d'heures déterminé. Il n'y a plus de rapport entre le temps de travail payé et celui qui ne l'est pas. Le capitaliste peut maintenant extorquer à l'ouvrier un certain quantum de surtravail sans lui accorder le temps de travail nécessaire à son entretien. Il peut anéantir toute régularité d'occupation et faire alterner arbitrairement, suivant sa commodité et ses intérêts du moment, le plus énorme excès de travail avec un chômage partiel ou complet. Il peut, sous le prétexte de payer, entre guillemets, le prix normal du travail, prolonger démesurément la journée sans accorder aux travailleurs la moindre compensation. Telle fut, en 1860, l'origine de la révolte parfaitement légitime des ouvriers en bâtiment de Londres, contre la tentative des capitalistes pour imposer ce genre de salaire. La limitation légale de la journée de travail suffit pour mettre un terme à de semblables scandales. Mais il n'en est pas de même naturellement du chômage, causé par la concurrence des machines, par la substitution du travail inhabile au travail habile, des enfants et des femmes aux hommes, etc., enfin par des crises partielles ou générales. Le prix du travail peut rester nominalement constant et néanmoins tomber au-dessous de son niveau normal, bien que le salaire à la journée ou à la semaine s'élève. Ceci a lieu toutes les fois que la journée est prolongée au-delà de sa durée ordinaire, en même temps que l'heure de travail ne change pas de prix. Si dans la fraction valeur journalière de la force de travail sur journée de travail, le dénominateur augmente, le numérateur augmente plus rapidement encore. La valeur de la force de travail, en raison de son usure, croît avec la durée de sa fonction, et même en proportion plus rapide que l'incrément de cette durée. Dans beaucoup de branches d'industrie où le salaire au temps prédomine, sans limitation légale de la journée, il est passé peu à peu en habitude de compter comme normal, entre parenthèses, normal working day, the day's work, the regular hours of work, une partie de la journée qui ne dure qu'un certain nombre d'heures, par exemple 10. Au-delà commence le temps de travail supplémentaire, overtime, lequel, en prenant l'heure pour unité de mesure, est mieux payé, extra pay, quoique souvent dans une proportion ridiculement petite. Note 18. La journée normale existe ici comme fragment de la journée réelle, et celle-ci reste souvent pendant toute l'année plus longue que celle-là. Note 19. Dans différentes industries anglaises, l'accroissement du prix du travail à mesure que la journée se prolonge au-delà d'une limite fixée amène ce résultat que l'ouvrier qui veut obtenir un salaire suffisant est contraint par l'infériorité du prix du travail pendant le temps soi-disant normal de travailler pendant le temps supplémentaire et mieux payé. Note 20. La limitation légale de la journée met fin à cette jonglerie. Note 21. C'est un fait notoire que plus longue est la journée de travail dans une branche d'industrie, plus bas y est le salaire. Note 22. L'inspecteur de fabrique R. Redgrave en donne une démonstration par une revue comparative de différentes industries pendant la période de 1839 à 1859. On y voit que le salaire a monté dans les fabriques soumises à la loi des 10 heures, tandis qu'il a baissé dans celles où le travail quotidien dure de 14 à 15 heures. Note 23. Nous avons établi plus haut que la somme du salaire quotidien ou hebdomadaire dépend de la quantité de travail fourni, le prix du travail étant donné. Il en résulte que plus bas est ce prix, plus grande doit être la quantité de travail, ou la journée de travail, pour que l'ouvrier puisse s'assurer même un salaire moyen, insuffisant. Si le prix de travail est de 12 centimes, c'est-à-dire si l'heure est payée à ce taux, l'ouvrier doit travailler 13 heures et un tiers par jour pour obtenir un salaire quotidien de 1,60 franc. Si le prix de travail est de 25 centimes, une journée de 12 heures lui suffit pour se procurer un salaire quotidien de 3 francs. Le bas prix du travail agit donc comme stimulant pour la prolongation du temps de travail. Note 24. Mais, si la prolongation de la journée est ainsi l'effet naturel du bas prix du travail, elle peut de son côté devenir la cause d'une baisse dans le prix du travail et par là dans le salaire quotidien ou hebdomadaire. La détermination du prix du travail par la fraction valeur journalière de la force de travail sur journée de travail d'un nombre d'heures données démontre qu'une simple prolongation de la journée fait réellement baisser le prix du travail, même si son taux nominal n'est pas rabaissé.
Mais les mêmes circonstances qui permettent au capitaliste de prolonger la journée lui permettent d'abord et le forcent ensuite de réduire même le prix nominal du travail jusqu'à ce que baisse le prix total du nombre d'heures augmentées, et par conséquent le salaire à la journée ou à la semaine. Si, grâce à la prolongation de la journée, un homme exécute l'ouvrage de 2, l'offre de travail augmente, quoique l'offre de force de travail, c'est-à-dire le nombre des ouvriers qui se trouvent sur le marché, reste constante. La concurrence ainsi créée entre les ouvriers permet au capitaliste de réduire le prix du travail, dont la baisse, à son tour, lui permet de reculer encore plus loin la limite de la journée. Note 25. Il profite donc doublement, et des retenues sur le prix ordinaire du travail et de sa durée extraordinaire. Cependant, dans les industries particulières où la plus-value s'élève ainsi au-dessus du taux moyen, ce pouvoir de disposer d'une quantité anormale de travail non payé devient bientôt un moyen de concurrence entre les capitalistes eux-mêmes. Le prix des marchandises renferme le prix du travail. La partie non payée de celui-ci peut donc être éliminée par le capitaliste du prix de vente de ses marchandises. Il peut en faire cadeau à l'acheteur. Tel est le premier pas auquel la concurrence l'entraîne. Le second pas qu'elle le contraint de faire consiste à éliminer également du prix de vente des marchandises au moins une partie de la plus-value anormale due à l'excès de travail. C'est de cette manière que pour les produits des industries où ce mouvement a lieu, s'établit peu à peu et se fixe enfin un prix de vente d'une vileté anormale, lequel devient à partir de ce moment la base constante d'un salaire misérable, dont la grandeur est en raison inverse à celle du travail. Cette simple indication suffit ici, où il ne s'agit pas de faire l'analyse de la concurrence. Il convient cependant de donner un instant la parole au capitaliste lui-même. Ouvrez les guillemets. À Birmingham, la concurrence entre les patrons est telle que plus d'un parmi nous est forcé de faire comme entrepreneur ce qu'il rougirait de faire autrement. Et néanmoins on n'en gagne pas plus d'argent, and yet no more money is made. C'est le public seul qui en recueille tout l'avantage. Note 26, fermez les guillemets. On se souvient qu'il y a à Londres 2 sortes de boulangers, les uns qui vendent le pain à son prix entier, the full-priced bakers, les autres qui le vendent au-dessous de son prix normal, the underpriced, the undersellers. Les premiers dénoncent leurs concurrents devant la commission parlementaire d'enquête. Ouvrez les guillemets. Ils ne peuvent exister, disent-ils, premièrement qu'en trompant le public, en falsifiant le pain, et secondement qu'en arrachant aux pauvres diables qu'ils emploient 18 heures de travail pour un salaire de 12. Le travail non payé, the unpaid labor des ouvriers, tel est le moyen qui leur permet d'entretenir la lutte. Cette concurrence entre les maîtres boulangers est la cause des difficultés que rencontre la suppression du travail de nuit. Un sous-vendeur vend le pain au-dessous du prix réel, qui varie avec celui de la farine, et se dédommage en extorquant de ses gens plus de travail. Si je ne tire de mes gens que 12 heures de travail, tandis que mon voisin en tire 18 ou 20 des siens, je serais battu par lui sur le prix de la marchandise. Si les ouvriers pouvaient se faire payer le temps supplémentaire, on verrait bien vite la fin de cette manœuvre. Une grande partie des gens employés par les sous-vendeurs se compose d'étrangers, de jeunes garçons et autres individus qui sont forcés de se contenter de n'importe quel salaire. Note 27, fermez les guillemets. Cette jérémiade est surtout intéressante en ce qu'elle fait voir que l'apparence seule des rapports de production se reflète dans le cerveau du capitaliste. Il ne sait pas que le soi-disant prix normal du travail contient aussi un certain quantum de travail non payé, et que c'est précisément ce travail non payé qui est la source de son gain normal. Le temps de surtravail n'existe pas pour lui, car il est compris dans la journée normale qu'il croit payer avec le salaire quotidien. Il admet cependant un temps supplémentaire, qu'il calcule d'après la prolongation de la journée au-delà de la limite correspondante au prix ordinaire du travail. Vis-à-vis du sous-vendeur, son concurrent, il insiste même pour que ce temps soit payé plus cher, extra pay. Mais, ici encore, il ignore que ce surplus de prix renferme tout aussi bien du travail non payé que le prix ordinaire de l'heure de travail. Mettons par exemple que pour la journée ordinaire de 12 heures, l'heure soit payée à 25 centimes, valeur produite en une demi-heure de travail, et que pour chaque heure au-delà de la journée ordinaire, la paye s'élève à 33 centimes un tiers. Dans le premier cas, le capitaliste s'approprie sans paiement une moitié, et dans le second un tiers de l'heure de travail.